Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'hypermanufacturing. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns à vous être connectés. Il y en a quelques personnes que je connais. Bonjour notamment Emmanuel et à tout le monde. Je me présente, je suis Mickaël Valentin, je suis un des associés de OPO, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation opérationnelle. On intervient sur des missions d'organisation, des missions de transformation des opérations et des missions de transformation digitale, essentiellement dans le secteur industriel. Bonjour Eric. Bonjour Denis. Aujourd'hui, donc, on va aborder le sujet de l'hypermanufacturing. C'est un sujet qui nous tient à cœur chez OPO, parce qu'on est convaincu que l'industrie, c'est plus qu'un secteur industriel. C'est à la fois un secteur qui est de plus en plus sexy pour faire carrière et pour entreprendre. C'est un levier pour la compétitivité du pays et de l'Europe, pour la balance commerciale. C'est aussi un secteur qui est super important pour l'équilibre des territoires et pour favoriser la transition écologique, puisque c'est une part non négligeable des émissions de carbone, mais aussi potentiellement une des solutions par l'innovation. Voilà, donc ce thème de l'hypermanufacturing, il fait suite à tout un tas de discussions qu'on a pu avoir chez OPO avec nos clients. Et en gros, depuis une quinzaine d'années, alors que le Lean s'est largement développé à la fois dans les groupes et les PME, la question, c'est comment, avec le digital, les codes du Lean sont bousculés. Est-ce qu'il y a un nouveau modèle? Est-ce qu'il faut aller vers de la rupture ou au contraire vers de la continuité? Et donc, on a mené une enquête. On est allé voir les entreprises les plus innovantes, à commencer par Tesla l'année dernière, qui a valu un premier livre que j'ai écrit, mais aussi toutes les vitrines qu'on a ici en France et en Europe pour essayer de comprendre un peu quels sont les principes qui émergent dans les boîtes les plus en avance sur tous les principes de base du Lean. Aujourd'hui, donc, on entre dans cette quatrième révolution industrielle. On est même assez bien entré dedans depuis quelques années. Mais ceci dit, la plupart des dirigeants disent qu'ils ont du mal à faire leur transformation. 75% d'entre eux, dans les enquêtes récentes, disent qu'ils n'ont pas accès aux bonnes compétences et pas la bonne méthode. Et donc, l'objet d'aujourd'hui, ça va être justement de discuter du modèle, mais aussi d'un petit peu de la façon de s'y prendre. Et on aura donc plusieurs étapes. On va d'abord commencer par rappeler un peu l'histoire et d'où vient ce terme d'hypermanufacturing après le Lean. Ensuite, on décrira les grands principes qu'on a voulu codifier sous forme d'un temple, un peu comme le temple du Lean qu'on a mis à jour avec tous ces principes du digital. Donc, on va voir ce qui reste vrai puis ce qui change, ce qui évolue. On parlera à chaque fois aussi de témoignages, plusieurs témoignages intéressants qui ont permis de construire justement ce temple de l'hypermanufacturing. Et puis, on terminera par les principes de mise en œuvre, quels sont les ingrédients pour bien réussir sa transformation. On aura à peu près 40 minutes de présentation et puis ensuite derrière 20 minutes pour prendre des questions, interagir avec vous. Et l'idée à la fin de ce webinaire, c'est que vous ayez bien compris comment le digital va venir bousculer les principes du Lean, qu'est-ce qui reste vrai, qu'est-ce qui doit être adapté, et puis comment s'en inspirer aussi pour transformer votre propre entreprise ou mener des actions de transformation dans des structures qui éventuellement ne sont pas les vôtres si vous avez des métiers transverses ou intermédiaires comme des métiers de consultants. Voilà. N'hésitez pas pendant toute la session à utiliser le chat que vous avez à droite. Je vois que deux personnes, Gilles et Aline, bonjour, ont déjà commencé à utiliser ce chat. J'essaierai au fil de l'eau de prendre vos commentaires au fur et à mesure des pages. Et sinon, à la fin, de toute façon, de ma présentation, je reviendrai sur toutes les questions que vous aurez pu poser. Et puis, on pourra échanger autour de ça. Alors, on va commencer, si vous voulez, par parler de l'histoire elle-même. Et donc, ici, c'est une tentative de définition. Donc, le Lean, j'imagine que beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui présentes savent ce qu'est le Lean. C'est la définition de Wikipédia que je vous ai mis là. C'est en gros, ça veut dire mince ou maigre, et c'est un principe d'organisation qui, par la chasse au gaspillage et par la production au plus juste, permet de créer de la valeur par le bas en utilisant bien le savoir-faire des équipes. Et ça vient quand même essentiellement du Japon et de Toyota à la base, et c'est diffusé assez largement dans le monde derrière. L'hyper, quand on regarde la définition du terme hyper, ça veut dire sur, indiquant une position supérieure dans l'espace, une intensité ou une propriété supérieure à la normale. C'est en fait aller au-delà du secteur industriel classique, parce que le secteur industriel est en train de s'hybrider avec celui des services pour créer une valeur différente, notamment une valeur d'usage, puisque les produits permettent de générer maintenant autre chose, des plateformes, etc. Donc là, l'hyper s'appuie à la fois sur le digital d'un côté et puis sur le système existant, le système physique, opérationnel et managérial qu'il y a dans toutes les boîtes industrielles, pour à la fois innover plus vite, pour apprendre en continu. L'apprentissage, on verra que c'est quelque chose de fondamental dans le système hyper. Et puis pour créer de la valeur à la fois dans les usines, mais aussi aux interfaces des usines. L'usine, elle va être de plus en plus ouverte dans les années à venir. Et on voit qu'il commence à y avoir pas mal de modèles d'affaires innovants, de start-up,
notamment, qui se mettent à l'interface des usines pour faire des places de marché qui permettent d'échanger tout un tas de choses, à la fois de la matière première, de la capacité, des compétences, etc. Et donc favoriser le mode réseau comme il y a dans d'autres secteurs depuis quelques années. Les origines de l'hyper, c'est plutôt les États-Unis, notamment par Tesla, mais aussi la Chine, qui a un écosystème très dynamique en ce moment, notamment autour de Shenzhen, où on a un écosystème qui permet justement par cette ouverture d'avoir un mode réseau assez généralisé. Alors, en termes d'histoire, maintenant, si on regarde les grandes étapes, et ça correspond aux étapes des révolutions industrielles, on a eu début du XXe siècle en termes de, cette fois-ci, de marché, la consommation de masse qui a émergé avec tout ce qu'on connaît de cette période-là, hein, c'est-à-dire le début de l'industrialisation forte pour tous les produits et des produits plutôt avec peu de diversité, mais avec des ressources qui étaient vues comme infinies. On n'avait pas encore cette préoccupation de la planète à l'époque et des productions qui restaient assez locales. Ensuite, dans les années 70, on a la globalisation qui va se faire en même temps que la diversification des produits, avec un accès au capital qui est un petit peu plus complexe qu'avant, mais des produits qui se diversifient, qui sont de plus en plus complexes, et les valeurs qui émergent au-delà de la disponibilité, ça devient le prix et la qualité, et des ressources qui commencent à se tendre un peu. Donc, on va plutôt avoir tendance à aller produire dans les pays où c'est le plus intéressant en termes de main-d'œuvre, et donc avoir des supply chains assez complexes. Et donc, c'est cette complexité à gérer. Et puis maintenant, on a en 2020 un nouveau paradigme avec plutôt le capital risque qui finance l'innovation. Donc, c'est une nouvelle forme de capital. Des produits qui sont complètement sur mesure et qui sont souvent rendus sur mesure par le levier digital. Et puis, la valeur qui est reine, c'est la valeur du délai, bien sûr, d'être livré très vite et puis d'avoir une forte réactivité et l'usage. Donc, c'est-à-dire permettre à l'utilisateur final de pouvoir utiliser son produit comme il le veut et de manière très personnalisée, avec des ressources qui, pour le coup, sont devenues ultra rares, à la fois les ressources de la planète, mais aussi les cerveaux, les compétences. On sait très bien que le secteur industriel est un secteur dans lequel il est difficile d'embaucher et de trouver les bonnes compétences à l'heure actuelle. Et puis, on a un fond aussi de tension sociale qui monte assez fortement depuis quelques années entre les métropoles qui sont fortement mondialisées et qui profitent justement de ce mouvement-là, avec un accès plus facile au cerveau et donc des croissances souvent fortes dans les différents pays de ces métropoles par rapport aux territoires dits périphériques qui, eux, ont souffert de désindustrialisation dans les pays riches et qui au contraire, ont du mal à attirer les talents. Donc ça, c'était le volet marché. Sur le volet technologique, dans la même période, on a eu une évolution. Au départ, les années 1920, c'est le début de l'électricité et de la mécanisation, hein, donc ont permis, notamment dans les usines, de réaliser des lignes de production avec des petites machines qui étaient espacées et donc de faire de la production en ligne au départ avec des gains très importants en termes de productivité. Dans les années 70, c'est la robotisation et le début de l'automatisation, qui a correspondu aussi à l'arrivée des gros systèmes informatiques comme ce qu'on appelle les ERP, qui permettent de structurer de bout en bout en fait les différents process d'entreprise, mais qui ont aussi des inconvénients, on le verra tout à l'heure en termes de rigidité. Et puis on a maintenant la digitalisation, qui est à nouveau une nouvelle technologie, si on veut, enfin un set de technologies. Et avec la digitalisation, on a l'hyperconnexion, on est tous connectés au quotidien avec nos smartphones. Il y a plusieurs milliards de personnes qui ont accès à Internet dans le monde. Et puis un progrès qui va très très vite. On verra que la vitesse est un des ingrédients du nouveau monde, un progrès qui dit exponentiel, avec à la fois sur les modèles d'affaires, donc des entreprises comme Amazon qui pendant très longtemps ont perdu de l'argent, sont maintenant quasiment irrattrapables. Et puis c'est le cas aussi de pas mal de boîtes qui disruptent petit à petit tout un tas de secteurs et qui vont très très vite. Et donc s'adapter à cette vitesse exponentielle, c'est un vrai défi pour l'industrie, avec derrière l'émergence de l'intelligence artificielle qui va être la prochaine bataille et la prochaine technologie importante à maîtriser pour être capable de faire des produits qui s'améliorent de manière itérative. Alors, dans toute la révolution industrielle, on a réussi à capter les bénéfices des nouvelles technologies pour répondre aux nouveaux besoins du marché grâce à un modèle d'organisation. On voit qu'au départ, ça a été la mécanisation. Ensuite, on a eu le taylorisme qui a permis de répondre de faire émerger le Fordisme et par la mise en ligne que j'évoquais tout à l'heure et la spécialisation des tâches. Ensuite, il y a eu le toyotisme avec le Lean dans les années 70. Et puis, le nouveau modèle qui est en train d'émerger, c'est l'hypermanufacturing, en fait, qui est la suite, une montée de version du Lean et qui va permettre de s'adapter justement au digital d'un côté et puis à cette demande de la société d'aller vers plus d'usage par rapport aux produits manufacturés. Alors, d'où ça vient, tout ça? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Fordisme, dans les années 20, c'était plutôt les États-Unis, au début du XXe siècle, au début de l'émergence des États-Unis, hein, avec une demande quasi infinie, des investissements faciles, etc., une surface illimitée. Dans les années 70, c'est plutôt l'après-guerre du Japon qui a permis de faire émerger Toyota, qui était très contraint
après la Seconde Guerre mondiale et donc qui a dû s'améliorer sans forcément beaucoup d'investissement, parce qu'il y avait un accès à l'investissement qui était faible, donc nécessité d'amélioration continue et de trouver des solutions qui viennent du terrain et plus seulement des solutions qui viennent d'en haut des ingénieurs, donc qui a permis l'émergence du Lean. Et maintenant, on entre dans un nouveau monde qui vient des États-Unis aussi, avec notamment la proximité entre la Silicon Valley et puis donc la tech et puis le monde traditionnel industriel, hein, dont un des phares est par exemple Tesla, parce que la Silicon Valley au départ c'est une vallée qui est industrielle. Hein, si on a eu toute l'émergence des Google, Apple, Facebook, etc., c'est parce qu'au départ on avait tout un tas de boîtes industrielles, les HP et compagnie, qui étaient les boîtes des microprocesseurs et qui ont permis derrière de faire un terreau pour faire émerger la nouvelle vague à la fois digitale et industrielle. Et puis en Chine, on a aussi la même chose qui est en train de se passer, comme je le disais tout à l'heure, dans des endroits comme la vallée de Shenzhen, où en fait on a au départ la fabrication des smartphones et tout un tas de fabricants électroniques, toute une vallée et des compétences très agiles qui arrivent à interagir les uns avec les autres et à créer des produits très très vite, innover très très vite, et qui commencent à donner naissance aussi à des géants, alors à la fois dans le digital, on a par exemple Tencent qui est là-bas, Alibaba, etc., mais aussi des boîtes industrielles qui commencent à prendre de l'ampleur et qui du coup vont petit à petit avoir aussi une importance conséquente sur la place mondiale. Donc l'idée de l'hypermanufacturing, c'est à la fois à l'échelle d'une entreprise, mais aussi à l'échelle d'un écosystème, comme on voit là. Et l'idée, c'est de recréer ces écosystèmes pour être capable de reproduire la même chose en Europe. Alors, ceci étant dit, les leviers de l'hypermanufacturing, comme je le disais, ils dépassent largement Tesla. J'ai déjà pas mal décrit ce qu'était l'hypermanufacturing dans l'ouvrage que j'ai créé pour Tesla. Et ça, les bénéfices qu'on en tire, ils sont vraiment multiples. Ils sont à la fois au niveau d'une entreprise et au niveau du terrain, donc des équipes industrielles. Si on regarde au niveau d'une entreprise, bah, c'est à la fois transmettre le savoir de bout en bout, avoir une certaine continuité digitale pour la traçabilité et la réduction des temps de passage, par exemple, mais aussi être capable d'innover en utilisant les données qu'on récolte des clients pour aller à la fois créer des produits qui sont toujours meilleurs et puis améliorer les process en continu grâce aux remontées qu'on a venant des clients. Par ailleurs, sur le terrain, quand on regarde à la fois, vous avez trois étapes qu'on voit là, à la fois le développement produit, le manufacturing, enfin la production, et puis le service après-vente. Sur chacun de ces sujets, vous voyez qu'on a des améliorations possibles, que ce soit en termes de vitesse, donc par exemple aller faire du développement agile, prototyper beaucoup plus vite, mais aussi en termes d'efficience, quand on regarde sur les usines, le fait de plus utiliser de papier, donc pour éviter les erreurs et pour éviter la paperasse, de digitaliser le pilotage aussi, qui permet d'être plus collaboratif et de résoudre les problèmes plus vite, d'améliorer le process par d'intelligence artificielle, de faire de l'anti-erreur sur la qualité, de prévoir les dérives, etc. Et puis sur l'après-vente, d'avoir une dynamique, par exemple, d'amélioration du cycle de vie des produits, et d'utiliser les produits différemment aussi, as a service, c'est-à-dire créer des plateformes à partir d'un produit pour pouvoir vendre autre chose que le produit lui-même. Tout ça, ça représente 15 à 25% de la croissance du PIB industriel dans les années à venir, donc c'est gros. Et avant la crise du Covid, on estimait que c'était environ 1000 milliards d'investissements. Donc un très très gros investissement, c'est la moitié du PIB de la France qui va être investi sur ces sujets-là dans les années à venir dans le monde. Alors, ceci étant dit, comme le toyotisme a été une rupture par rapport au fordisme, c'est la même chose pour le teslisme, dont est issu l'hypermanufacturing. En fait, on a des choses qui sont positives sur les résultats, mais on a aussi des prérequis et donc des difficultés, notamment en termes d'état d'esprit. Donc, quand on regarde le lean par rapport au fordisme, on avait bien sûr ce système bottom, enfin qui vient du bas, pour réduire les gaspillages, mais qui nécessitait aussi d'un autre côté une grande rigueur de terrain pour s'en sortir. Ça veut dire que c'était très managérial et qu'en fait le prérequis c'était que on va faire remonter beaucoup de problèmes grâce au lean, mais en fait si on se met pas à être très bon en résolution de problèmes et en pilotage, ça va être encore pire que si on n'avait rien fait, puisqu'on va remonter tous les problèmes sans les traiter et donc on va créer de la frustration. C'est un peu la même chose dans le nouveau système. On va, grâce au digital, créer plein d'opportunités pour améliorer à la fois le confort de travail des différentes équipes industrielles, pour créer des produits innovants, pour chasser des gaspillages, pour aller plus vite. Mais si derrière, on n'a pas cet état d'esprit agile, par exemple, qu'on appelle le test and learn, c'est-à-dire je teste une solution, j'apprends très vite et j'évite de faire des gros cycles en V qui prennent plusieurs années et qui nécessitent d'investir beaucoup. Si j'ai pas cet état d'esprit renouvelé, ben c'est la même chose en fait. Je vais créer de la déception, ce qui arrive dans des boîtes industrielles assez souvent aussi depuis quelques mois ou quelques années. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des POC, proof of concept. On va faire un essai quelque part sur le terrain et comme il n'y a pas le système derrière qui permet de passer à l'échelle, bah, finalement les équipes sont frustrées. Le top management estime que ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas de gain
et les équipes de terrain sont frustrées que l'outil soit pas déployé assez vite, et finalement, c'est encore pire que d'avoir rien fait. Donc, tout l'objet de la suite, ça va être de comprendre comment éviter ça. Un petit point sur le Covid, parce que c'est difficile de ne pas en parler à l'heure actuelle. Le Covid, pour nous, a été un accélérateur. Donc, ça n'a pas fondamentalement changé ce qui va se passer. En revanche, ça a permis d'accélérer, puisque avant Covid, on pensait encore souvent que le digital, c'était cher, c'était des gros investissements, c'était long, et c'était un truc d'expert avec des compétences qui ne sont pas faciles à acquérir. Avec le Covid, on s'est rendu compte que on pouvait installer très vite des applications comme Teams, comme Zoom pour télétravailler. On allait réussir aussi à reprendre la main en partie sur notre IT parce que en fait, on voyait qu'on allait devoir apprendre à se débrouiller parce que finalement, il y a une partie des équipes qui n'étaient pas là ou qui devaient s'occuper de leurs enfants à la maison. Et ça, on arrivait à le faire sans forcément beaucoup de budget d'investissement. On pouvait le faire avec ce qu'on appelle des SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire des abonnements où on va simplement payer à l'utilisation. Donc, sortir sa carte bleue et acheter une application, ça coûte 5 euros par mois. Et si on veut s'arrêter, on s'arrête tout de suite. Et c'est très, très simple. Et c'est pas une grosse installation qui va être très longue. Et donc, ça permet très, très vite de démarrer. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'agile. Et donc, il y a le fameux état d'esprit dont je parlais tout à l'heure. Il s'est accéléré dans la période Covid. Et donc, il est tout à fait propice à ce que maintenant, on passe vraiment à l'échelle et on développe ces méthodes-là un peu partout dans les entreprises. On va basculer maintenant sur le temple d'hypermanufacturing. Je fais un petit check sur le chat. Je vois qu'il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de commentaires. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur tout ce que je dis. Donc, le temple d'hypermanufacturing. Alors, pourquoi le temple? Parce que, alors, j'imagine que les participants, pour la plupart, connaissent ce temple-là. Ce temple-là, c'est le temple du Lean. Et donc, la volonté qu'on a eue, c'est pour que ce soit facile à comprendre et facile à appliquer, c'est de repartir de ce temple du Lean et de l'adapter pour montrer ce qui a changé et ce qui ne change pas. Sur le temple du Lean, les principes importants, c'était qu'on avait un toit avec des objectifs qui étaient très centrés sur le client. Donc, l'idée, c'était de faire venir le client dans l'usine pour que tout le monde ait conscience du fait qu'on travaille au quotidien pour ce client, avec un aspect de sécurité pour les équipes, mais les autres dimensions étaient très tournées vers un produit de qualité, au meilleur coût, dans les meilleurs délais, etc. Et créer de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée était centrale dans le Lean. On avait deux piliers, le juste à temps qui consistait à dire je produis ce qui est juste nécessaire au bon moment à chaque étape du process, c'est-à-dire que j'évite la surproduction, j'évite les stocks, notamment dans des supply chains très tendus, c'était très utile. Et donc, managérialement, j'accepte de ne pas faire d'avance, par exemple, de produire exactement ce qui est bon pour mon client et exactement de manière adaptée, donc d'être assez flexible. Et puis, l'autre pilier qu'on appelait bon du premier coup, c'était la même chose sur la qualité, c'est-à-dire je ne produis que si je fais du bon. Donc, si je me rends compte que je suis en train de produire des mauvais produits, je m'arrête. Je préfère résoudre le problème maintenant que de propager la non-qualité dans mon système. Et on avait trois fondations qui étaient avoir des moyens de production flexibles pour pouvoir servir les deux piliers, donc pouvoir s'adapter très très vite et éviter de surproduire ou de produire mauvais. Des processus qui soient stables et standardisés, donc ça veut dire avoir réussi à suffisamment sécuriser mon usine en termes de planification industrielle, en termes de méthodes, etc., pour que une fois que je produis, j'ai un process qui soit assez stable, et puis des standards qui permettent de bien partager les pratiques entre tout le monde. Et enfin, un pilotage de performance de terrain, c'est-à-dire des managers qui sont sur le terrain, qui font des revues de performance très fréquentes, et plus elles sont proches du terrain, plus elles font des revues fréquentes, avec des boucles de résolution de problèmes rapides, et puis une approche de présence terrain assez forte, des managers très structurés qui permettent de s'aligner sur la performance. Donc ça, c'était les principes du Lean. Dans l'hypermanufacturing, on retrouve tout un tas de constantes, on va les décrire juste après. Et en tout cas, sur la forme, c'est la même chose. On a un toit, une sorte de toit qui est le haut de ce hashtag que vous voyez, où on va avoir un certain nombre d'objectifs que je vais décrire après. On a deux piliers qui sont aussi tournés sur les flux et la qualité. Et puis, on a des fondations qui sont tournées de la même manière sur l'agilité, la flexibilité et sur les pratiques opérationnelles et managériales. Simplement, ce qu'on va introduire à chaque étage de ce temple, ce sont des nouvelles dimensions qui sont des dimensions sociétales, qui sont des dimensions qui viennent aussi du digital et de l'ADN du digital, et des dimensions techniques venant du digital et de l'IT, qui vont venir accompagner la transformation du système. Dans le cœur du système, ce qu'on avait dans le Lean, c'était l'amélioration continue, c'est-à-dire ce sont des équipes qui améliorent le process petit à petit. On a la même chose dans l'hyper avec ce qu'on appelle le développement continu, c'est-à-dire qu'on va développer son process et son produit par les équipes de terrain, par les idées qui viennent du terrain, grâce au digital. Et donc, on va reprendre le contrôle de son outil grâce à la donnée et grâce au digital. Alors, on va décrire maintenant chacune des dimensions de ce temple, les unes après les autres. Je vais regarder dans le chat s'il n'y a pas de questions. Prenez dans cette présentation. Oui, vous aurez accès à cette présentation après. Oui, je pourrais vous l'envoyer sans souci par rapport à la question de Stéphane.
Alors, cœur et objectif du système. Alors, comme je le disais, dans les pages qui suivent, je vais systématiquement comparer le lean manufacturing avec l'hyper manufacturing. Donc, désolé, j'emploie des termes anglais, mais c'est vraiment comme ça dans la littérature que c'est décrit. On parle aussi de lean management, mais on parle beaucoup de lean manufacturing ou production lean, hein, si vous voulez, production donc mince. Donc, comme je le disais, le lean, en termes d'objectifs, on est très centré sur le client et la valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une usine, l'idée, c'est de se dire, si je me mets dans les baskets de mon client et que je regarde comment cette usine fonctionne en termes de ressources, en termes de matières premières, en termes de temps de travail, en termes d'utilisation des machines, est-ce que le client serait prêt à payer pour ce qu'il est en train de regarder dans l'usine? Donc, c'est ça le lean. L'hypermanufacturing reprend ce principe-là, c'est-à-dire qu'on retrouve ce côté de servir un client et d'être au service de ce client-là, mais on retrouve aussi d'autres dimensions qui sont fondamentales et qui sont liées aux équipes industrielles, à l'éthique qu'on met dans la production et à la planète. Alors, par exemple, l'empathie, c'est de se dire que je vais tout faire pour que les équipes qui travaillent sur le terrain aient des outils suffisamment fonctionnels, agréables à utiliser pour qu'ils aient envie de venir au travail tous les jours et qu'ils soient ergonomiques non seulement sur l'aspect physique, donc on est assez bon dans les usines pour ça, on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie des postes de travail, mais aussi sur les outils digitaux. Dans les usines, on voit encore beaucoup de gens qui sont derrière des écrans qui ressemblent à des Minitel. Là, l'idée, c'est de se dire, on va aller vraiment faire des choses qui sont comme ce qu'on a sur notre smartphone, comme ce qu'on retrouve dans la Silicon Valley, des outils très agréables à utiliser. Un autre aspect qui est important, c'est la frugalité. Donc, c'est là où on retrouve la planète. C'est de se dire qu'une usine, ça consomme des ressources. Ben, on va essayer le plus possible d'être circulaire, que ces ressources-là, on recycle un maximum les déchets, qu'on évite de créer des déchets, qu'on utilise des sources d'énergie les plus possibles, des sources renouvelables, ou qu'on travaille sur l'énergie pour en consommer le moins possible. Même chose sur les matières premières, et qu'on ait une approche globale, en fait, qui favorise la frugalité, à la fois dans le temps qu'on passe aux activités. Donc ça rejoint le lean sur on est efficace, on est efficient, mais aussi sur quand je travaille, je veux aussi servir un autre objectif qui est éviter de polluer la planète, éviter d'avoir des produits qui soient trop carbonés. Et donc, à la fois dans l'appareil de production, mais aussi en amont sur les phases de développement produit, je vais tout faire pour que mon activité ait un impact positif sur la planète. Dernier aspect, c'est un aspect éthique qu'on va retrouver dans la traçabilité, par exemple. La traçabilité, c'est l'aspect de se dire, je veux que mon client puisse savoir comment mon produit a été fabriqué, dans quelles conditions, est-ce qu'il respecte bien le travail en amont, est-ce que ma chaîne de valeur elle est équitable, donc est-ce que les gens qui sont au début de chaîne qui sont suffisamment rémunérés, est-ce que je produis en local aussi, est-ce que je génère des emplois, il y a tout un débat là-dessus en France et puis partout dans le monde à l'heure actuelle sur est-ce que les secteurs industriels ou les groupes ou les actionnariats respectent en fait le fait que localement, on crée de l'emploi et pas seulement importer des produits qui finalement ont une empreinte carbone et une empreinte sociale qui n'est pas forcément respectueuse des gens qui consomment le produit. Donc ça, c'est un sujet qui monte vraiment et qui va être important. Dernier aspect sur ces objectifs, c'est le côté exponentiel qui, là, pour le coup, est un côté qui est à la fois une demande du consommateur et qui est subi par le monde digital, qui a ce code-là vraiment dans son ADN et qui est super important. C'est que si on veut aller suffisamment vite, c'est ce que fait par exemple Tesla, c'est c'est plus possible de faire un produit qui va mettre 4 ans à sortir et puis de faire une usine qui va mettre 4 ans à sortir. Maintenant, ça doit se passer très très vite. Donc quand Tesla construit une usine, par exemple, ça se fait en une année. Hein. La Gigafactory à Shanghai, elle s'est faite les premières voitures sont sorties en moins d'un an. Et donc l'idée, c'est de faire très vite un noyau qui fonctionne et puis après de passer à l'échelle avec une logique très exponentielle pour que très très vite on puisse itérer avec son marché. Ensuite, on va rentrer dans le cœur. Alors le cœur, il est très philosophique en fait. Dans le Lean, on a ce qu'on appelle le Kaizen, donc changer pour le meilleur. C'est de se dire que on va faire des petits pas, on va améliorer par le terrain. Chacun dans son travail vient au travail pour faire et pour améliorer. Et en fait, c'est en ayant une petite idée chaque jour qu'on va améliorer le process. C'est une idée très forte du Lean qui reste valable dans l'hyper-manufacturing. Dans le développement continu, ce qu'on va apporter en plus par rapport à ça, c'est qu'on va se donner le droit à l'erreur. Donc, on va se dire, c'est ce qu'on appelle le test and learn en anglais, c'est de se dire, je fais des essais, et puis en fonction de résultats de cet essai, mais c'est des essais très courts, bah, je vais capitaliser petit à petit, et c'est comme ça que j'apprends. Donc, je ne vais pas réfléchir très longtemps sur une nouvelle implantation, par exemple, de poste de travail, ou sur un nouveau produit, ou etc. C'est très vite, je le mets en place, et maintenant, l'avantage de la connexion, c'est que ça me permet d'avoir accès à des données qui me permettent de savoir très très vite si, en fait, l'usage est conforme à ce que j'attendais. Donc, c'est à la fois valable sur un nouveau produit. Donc, je lance très vite mon produit, je vois ce qu'en font mes clients et donc je peux améliorer mon produit en marchant. C'est valable aussi pour les process. C'est pour ça qu'on dit des process définis comme des produits. C'est que la nouvelle façon de définir les process, on va très vite voir comment les équipes utilisent ces process. Donc, par exemple, chez OPO, on a aussi à côté d'OPO ce qu'on appelle OSS Venture Builder, qui est un créateur de startups. Ces startups-là, quand elles créent des produits digitaux sur le terrain, elles vont très très vite sur le terrain pour faire des sprints, mais quand je dis très vite, c'est les premières semaines d'existence de la startup.
elles mettent en place des prototypes qui sont vraiment faits sans technologie, avec des bouts de ficelle dans les mains des utilisateurs. Et grâce à la connexion, elles vont très très vite voir si ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'elles capitalisent et qu'elles améliorent leurs produits. Si je reviens maintenant sur le cœur, il y avait quelque chose qui était fondamental dans le lean et qui permet d'améliorer, c'est de se dire, il y a la valeur ajoutée, donc ça c'est ce que je crée pour mon client, et puis le reste, ce qui n'est pas de la valeur ajoutée, ce sont des gaspillages ou des sources de variabilité ou des rigidités. Les Mura, Muri, Muda en japonais. Autour de ces gaspillages, on voit qu'il y a une codification qui a été faite des gaspillages qu'on peut retrouver dans un système industriel. Le pire de tout, ce que je disais tout à l'heure, c'est la surproduction, c'est-à-dire de produire tout un tas. Donc, utiliser toutes mes ressources pour faire quelque chose qui, à la fin, ne sera pas vendu. Donc, c'est un gaspillage total. Mais on voit qu'il y a tout un tas d'autres gaspillages aussi qui ont été codifiés et qui sont très utiles pour, quand on observe un système industriel, se dire, ça, c'est de la valeur ajoutée, ça, ce sont des gaspillages. Donc, en minimisant les gaspillages, je vais améliorer le système sans forcément dépenser plus d'énergie, mais je vais améliorer le système de façon significative. Dans l'hypermanufacturing, on retrouve le même principe, mais on va avoir une montée de version de ces gaspillages qui vont s'adapter à la nouvelle donne du XXIe siècle. Donc, vous voyez ici les 8 gaspillages de l'hypermanufacturing. Il y a des dimensions qu'on retrouve qui étaient présentes dans le lean, comme la surconsommation, donc surconsommer de la matière première, surconsommer du temps de travail, etc. Tout ça, on va continuer à le chasser. L'attente aussi, avoir des machines qui ne sont pas utilisées, des hommes qui sont en train d'attendre des informations, etc. Mais on a aussi des nouveaux gaspillages qui sont purement certains qui sont visibles, comme la bureaucratie. Donc, c'est faire des tâches qui ne sont pas forcément utiles, recopier. On voit souvent dans les usines des gens qui recopient sur un papier des choses qu'ils ont déjà mis dans un système, ou alors qui ont plusieurs systèmes où ils doivent saisir la même donnée, qui va générer de la non-qualité potentielle et puis de la perte de temps. Et puis tout ce que vous voyez en bleu foncé, qui sont des gaspillages pas forcément visibles et qui peuvent être assez organisationnels. Le premier d'entre eux, c'est d'avoir une mauvaise expérience utilisateur. Donc, qui dit mauvaise expérience utilisateur dit je vais avoir tendance à pas utiliser l'outil et donc derrière à pas créer la valeur. Donc, typiquement, c'est avoir des gros systèmes lourds comme des ERP qui sont un peu rigides à des endroits où on pourrait mettre des systèmes très agiles comme ce que j'évoquais tout à l'heure, des SaaS qui sont vraiment créés comme des produits sur smartphone et qui sont très faciles à utiliser. Mais aussi des boucles d'indécision, donc ne pas décider vite. Récemment, j'avais Damien Marc, un des patrons de PME les plus dynamiques là, de la French Fab, qui me disait, moi, une décision, je la prends toujours dans la journée. Quand une des équipes me remonte, c'est hyper rare que je la prenne pas sur le coup. Et au pire des cas, je la prends le soir même quand je suis rentré chez moi, mais j'attends jamais que je laisse jamais traîner une décision. Donc, ne pas décider, c'est aussi une forme de gaspillage. Les silos aussi. Donc, les silos, c'est le fait de se dire, il y a plusieurs fonctions. Donc, ça, c'est une des maladies des grands groupes, hein, mais c'est aussi le cas. Il n'y a pas besoin d'être un grand groupe pour avoir ce problème-là. C'est que plus on s'organise, plus on se structure, plus on a le risque, en fait, que chaque fonction, en fait, devienne une entreprise dans l'entreprise. Et ben, la conséquence de ça, c'est que ça freine, une fois encore, la décision et ça freine aussi l'agilité. Donc, combattre les silos, c'est aussi un des gaspillages de l'hypermanufacturing. Et enfin, les données inexploitées, ben là, c'est tout ce gisement potentiel d'amélioration qui peut permettre d'améliorer le process, qui peut permettre de générer des nouveaux produits et des nouveaux usages. Si on se prive de ce gisement-là ou si on ne le prend pas correctement, si on ne structure pas la donnée aussi de manière très rigoureuse avec l'architecture IT, eh ben, on se prive finalement de tout un tas d'améliorations. Donc voilà, donc observer le système industriel sous ce spectre des 8 nouveaux gaspillages, c'est une façon de se lancer dans l'hypermanufacturing. Et on verra tout à l'heure que quand on fait un diagnostic nouveau PO, on va regarder justement ces 8 gaspillages pour aller chercher des sources d'amélioration vers l'hypermanufacturing. Alors, un petit exemple, alors pour information, j'en ai pas parlé dans le début de la discussion, mais il y a bien sûr un livre que j'ai écrit et qui retrace tout ce qu'on se dit là avec un peu plus de profondeur. Et il y a des témoignages dans ce livre, dont ce témoignage-là de Olivier Mao de Somfy, qui dit la clé, c'est l'audace et la confiance. Chez nous, ça change tout le temps. Donc lui, il est vraiment dans cette démarche de développement continu. Et ce qu'il dit aussi, c'est que un des aspects, c'est de travailler main dans la main entre amélioration continue, IT et production. Donc ça, c'est un des ingrédients pour réussir cette amélioration-là. C'est-à-dire que vous avez à la fois les équipes de terrain, les équipes d'amélioration continue, mais petit à petit, il faut aussi apprendre à s'hybrider avec les équipes digitales et les équipes IT qui vont devoir descendre sur le terrain. Et finalement, cette compétence va même à terme, de notre point de vue, être une compétence que chaque agent de changement, chaque personne de terrain devra avoir pour se réapproprier en fait le digital sur le terrain. La manière qu'il a, lui, Olivier, de passer à l'échelle, c'est comme je disais tout à l'heure, les petits pas. C'est-à-dire, je fais d'abord une machine, un nouvel usage. Si je vois que, en fait, sur cette machine-là, le nouvel usage fonctionne, je vais aller en multi-usage sur cette même machine avec les mêmes équipes. Et puis, une fois seulement que j'ai bien réussi à faire ça sur ce noyau, je vais passer à l'échelle sur toutes les machines en ayant anticipé dès le départ le passage à l'échelle. Les résultats qu'il a eu en appliquant cette méthode, ils sont assez significatifs. Vous voyez, sur le taux de rendement synthétique, on a augmenté de 5 points. Et puis, une baisse du taux de rebut assez significative aussi.
Je vais passer maintenant aux piliers et aux fondations du système. Donc sur les piliers, j'ai parlé tout à l'heure du juste à temps, donc il y a un système de gestion des flux qui, en gros, le principe c'est de dire je stabilise, je travaille en flux continu, je travaille en pièce à pièce, je travaille au takt time. Donc c'est tout un tas de codifications qui ont été faites sur le juste à temps. Ici, même chose dans ce qu'on appelle le flux pulsé, on reprend certains principes du juste à temps, mais on va aussi en ajouter des principes qui sont les 5 que vous voyez, qui sont l'ouverture d'une part, donc à la fois favoriser le développement du financement produit en amont, c'est-à-dire que quand je crée mon produit, je vais le faire financer en partie par mes clients. Donc ça, c'est ce que fait Tesla en faisant acheter ses voitures avant même qu'elles soient complètement développées. C'est ce que font aussi des gros acteurs comme Airbus qui travaillent avec toute leur supply chain sur les nouveaux produits pour anticiper en fait les besoins et pouvoir faire financer leurs besoins d'entrée de jeu avant même d'avoir lancé le financement produit. C'est d'ouvrir l'empreinte industrielle. Donc là, c'est d'avoir une réflexion vraiment réseau que commence à avoir certains acteurs comme Adidas, Salomon, mais aussi des PME comme Veloom qui disent j'ai un appareil industriel, potentiellement il est ouvert sur l'extérieur, ma capacité, je peux la vendre à l'extérieur, ou je peux avoir des petites unités qui sont agiles comme ça que je vais disperser sur le territoire. C'est de modulariser un maximum. Donc, on avait déjà des principes de modularisation dans le Lean. Mais là, on va se dire, on modularise à la fois le produit, donc pour aller plus vite pour développer, mais aussi les flux. C'est ce qui est fait, par exemple, chez Somfy et chez Essilor, c'est j'ai des flux, des briques de process standard que je vais pouvoir facilement dupliquer, qui me permettent, quand je vais faire un nouveau produit, d'avoir en fait quelque chose de très agile que je peux déplacer comme un Rubik's Cube. Et quand j'ai des changements de demande, je peux tout simplement déplacer des modules entiers de mon process comme je raisonne avec des produits. Ensuite, on a toute la connexion. La connexion, elle permet de faire pas mal de choses. Elle permet d'anticiper la demande. Donc là, c'est tous les logiciels qui permettent d'aller mieux comprendre la demande et de mieux l'anticiper. Et c'est aussi la digitalisation des flux, comme c'est fait par exemple chez SEW Usocom, où on va avoir tout un process logistique qui va être digitalisé, robotisé. Et puis la configuration depuis la boutique, qui est utilisée notamment chez Diam Bouchage et Cuisine Schmidt, qui consiste à dire depuis le client, je vais laisser au client la possibilité de configurer son produit et très très vite, ça va aller jusqu'à l'usine et très très vite, on va pouvoir mettre en production ce qui a été décidé. Enfin, on a tout un tas de briques qui commencent à naître aussi sur l'ordonnancement de la production de terrain. Et puis, dernier aspect, c'est les aspects managériaux. Donc, comme dans le Lean, en fait, l'état d'esprit est super important. L'état d'esprit qui va être maître sur la partie flux, c'est le temps réel. On va tout faire fonctionner en temps réel. Donc, cet état d'esprit, c'est je pilote en permanence mon usine. Les directeurs d'usine qui sont les plus en avance, on voit qu'ils ont maintenant sur leur smartphone les résultats à la fois en temps réel, la performance de l'usine, mais aussi la capacité de voir si la résolution de problème est bien vivante et si elle évolue bien pour aller améliorer le process en permanence. Alors, un exemple de flux pulsé, c'est ce qu'on voit chez Diam Bouchage. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je cours un petit peu après le temps, mais Moïse Dos Santos, le témoignage qu'il a fait, c'est qu'il fabrique des bouchons de liège. Et grâce à la mise en place de ce configurateur, en fait, ça leur a permis à la fois d'augmenter leurs ventes chez leurs clients pour avoir quelque chose qui soit configuré au dernier moment, mais aussi d'économiser énormément de matière. Or, le liège, chez eux, c'est une grosse partie de leur structure de coût. Et donc, c'est essentiel pour la compétitivité de l'outil. On a la même chose chez Cuisine Schmidt aussi. Donc, je vous invite à regarder ce qui est fait chez eux, c'est très intéressant. Deuxième pilier, c'est la qualité. La qualité intégrée, donc qui est le pendant du bon du premier coup. Dans le bon du premier coup, on a cet aspect de JDOKA, c'est-à-dire je m'arrête si je fais du mauvais, et puis je mets en place la résolution de problèmes pour éviter de produire mauvais. Ici, on retrouve cette dimension-là qu'on va augmenter par le digital à nouveau, avec d'abord de la continuité. Donc ça, c'est ce qui est fait par exemple chez Cartier, qui est en train d'avoir un système où ils peuvent passer très vite d'un plan qui est fait par le bureau d'études à une version de gamme et de mode opératoire sur le terrain jusqu'au service après-vente. Ensuite, on a aussi des aspects qui sont liés à l'éthique sur ce flux qualité qui sont de bout en bout, qui sont de se dire comment je fais pour tracer mon produit, pour être sûr, garantir à mon client qu'en fait, je vais respecter l'origine et ce qui est fait sur toute ma chaîne. Ça, c'est ce que fait par exemple Valrhona sur son chocolat, où il y a toute une approche vis-à-vis des cacaotiers pour être sûr qu'ils respectent bien ce qui est fait et puis aussi qu'ils tracent ça de bout en bout. Ensuite, on a des choses plus techniques qui sont liées au métier qualité lui-même, les contrôles qui vont bénéficier de l'automatisation, donc uniformiser ces contrôles et les automatiser, les robotiser. Donc ça fait un petit moment que c'est en place, mais c'est en train avec les progrès de la vision et de l'intelligence artificielle, c'est en train de très fortement de progresser. Et lié à ça aussi, c'est la prédiction des dérives. C'est-à-dire que le point ultime, c'est pas d'être en train de contrôler et de voir ce qui s'est mal passé, mais plutôt d'anticiper les dérives éventuelles qu'on va avoir. Là aussi, on avait des méthodes qui étaient dites SPC qui permettent de voir quand le process dérive. On va maintenant augmenter ces méthodes-là de l'analyse de données avec la capacité de croiser des paramètres pour faire des modèles prédictifs pour éviter
d'avoir des risques sur la qualité. Donc, c'est ce qui est fait, par exemple, chez Savencia pour éviter les risques bactériologiques en amont du process sur la fabrication du fromage. Et enfin, des choses qui sont plus classiques, ça va être digitaliser le management lui-même, donc à la fois les modes de réaction, la façon avec laquelle on va faire de la résolution de problèmes, donc avoir des méthodologies collaboratives qui permettent avec des outils comme des fabriques ou comme des SaaS digitaux, de faire de la résolution de problèmes qui soit collaborative. Alors, un exemple de ça, c'est ce qui est fait chez Veloom. Comme je vous le disais, Veloom, ce qu'a décidé Anne Better, que vous connaissez peut-être, c'est d'acheter une unité de peinture et qu'elle a complètement. Alors ça, c'est un exemple d'ouverture hein, qu'elle a acheté parce qu'elle n'avait pas assez de charge pour remplir l'atelier de peinture, mais ça lui permettait de faire de la fabrication à la commande. Mais ceci dit, elle a regardé avec son écosystème local comment cette unité de peinture pourrait être rentabilisée. Et l'idée là, c'est ce qu'elle n'utilise pas dans cette unité, c'est de vendre la capacité restante dans son écosystème pour aller optimiser l'investissement qui a été fait dans son unité de peinture qui est, comme vous le savez, très coûteuse. Donc l'avantage de ça, c'est qu'elle a réussi à faire de la diversification de produits très importante et que maintenant elle est capable de produire des beaucoup plus petites tailles de lot, ce qui est un avantage important dans son secteur pour pouvoir vendre des produits diversifiés à ses clients. Dernier aspect, avant qu'on passe peut-être à la phase des questions, c'est la partie fondation. Donc, qu'est-ce qui va changer dans les fondations? À la fois l'architecture, ce qu'on appelle l'architecture, c'est à la fois l'architecture des flux qui doit être agile, et c'est aussi l'architecture IT. Donc, comment est-ce qu'on va travailler sur ce qu'on appelle le legacy, c'est-à-dire l'héritage qu'on a IT, qui est souvent lié à des gros systèmes pour décloisonner, pour avoir plus facilement accès à ces données et pour pouvoir mettre des solutions agiles en place. Et comment est-ce qu'on va digitaliser aussi les pratiques de terrain pour avoir une organisation qui soit fertile en amélioration et qui soit centrée sur l'homme dans son confort de travail quotidien. Alors, première chose, c'est qu'il y a un parallèle exact entre la partie opérationnelle et la partie IT. Quand on regarde la partie opérationnelle, sur le terrain, on va créer de la valeur par ce qu'on appelle le Kaizen, donc c'est ce que j'appelle l'amélioration continue, pour créer un système de production qui codifie les savoir-faire managériaux opérationnels. Et tout ça, c'est sous-tendu par une architecture des flux qui a été pensée au départ, une empreinte industrielle qui a été pensée au niveau stratégique. Quand on regarde sur la partie IT, c'est exactement la même chose. On va créer de la valeur avec ce qu'on appelle du test and learn, donc tester des solutions et des usages. Grâce à une méthode qu'on appelle le design, on va aller faire des applicatifs de terrain, donc des logiciels de terrain qui vont pouvoir être utilisés par les équipes. Et en standardisant ces applicatifs, on va remonter vers ce qu'on appelle l'architecture IT, c'est-à-dire comment s'interconnectent tous les systèmes qui sont existants. De la même manière qu'on interconnecte les machines sur la partie opérationnelle, on interconnecte les systèmes IT dans la partie informatique. Et donc, il y a un exact parallèle entre les deux. Et donc, il est tout à fait possible de raisonner de la même manière sur les deux et donc d'avoir petit à petit des équipes qui doivent aussi s'hybrider pour aller travailler main dans la main sur chaque étage de ce système que vous voyez à l'heure actuelle sur l'écran. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut ouvrir le capot. Et donc, ça, c'est une description qui a été faite par Gartner, qui est un cabinet qui analyse des milliers d'entreprises chaque année. L'idée, en fait, c'est on est passé petit à petit, depuis les années 90 jusque maintenant, de quelque chose de très ouvert où chacun utilisait ses solutions, mais qui n'était pas du tout standardisé en termes d'IT, vers des gros ERP qui ont permis de super bien intégrer tous les résultats pour les directions générales, mais qui étaient très rigides, vers en 2010 plutôt ce qu'on appelle le postmoderne ERP, c'est-à-dire un noyau avec des données sur la finance et les basiques d'opération, et puis plein de petites briques tout autour. Donc beaucoup d'entreprises sont dans ce mouvement-là de décloisonner l'ERP pour aller faire des briques. Et le mouvement vers lequel on s'oriente de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le data centric, c'est-à-dire centré sur la donnée, avec un gisement de données au centre qui est très structuré, et puis de tout le monde qui va pouvoir venir accéder à des données. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi les équipes de terrain pour aller au quotidien être capable d'améliorer son process. Comme on améliore en fait la productivité de ces machines en raisonnant entre techniciens sur le terrain, on va améliorer aussi en raisonnant avec les données qu'on va récolter du gisement de données. Alors pour faire ça, on a différents outils. Je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'on n'a pas le temps, mais de la même manière qu'on a des outils sur le Lean comme ce qu'on appelle la VSM, le Stream Mapping, pour cartographier les flux. Donc on peut faire cet exercice-là aussi avec une approche 4.0, donc avec les gaspillages digitaux que j'évoquais avant. Mais on peut aussi faire sur l'IT ce qu'on appelle un plan d'occupation des sols, où on va aller chercher les sources de rigidité et de variabilité dans la partie IT, c'est-à-dire dans toutes les briques existantes de l'architecture IT de l'entreprise industrielle.
pour limiter les problèmes de connexion qui font que dès que je veux changer quelque chose dans le système, bah, j'ai plein de connexions à changer et donc je vais plutôt avoir tendance à rien faire. Et pour avoir une sorte de mise en ligne de cette architecture IT qui va générer derrière bah, ce centrage sur des gisements de données qui se connectent avec des applicatifs de terrain. Alors là, l'exemple, c'est chez Lizzy. En fait, c'est Grégory Freva qui a complètement commencé à lancer cette dynamique et qui s'interface avec de très nombreuses startups en ce moment pour justement passer d'un modèle où il était très centré sur un ERP à un modèle où il va avoir cette façon de travailler avec plein de petites briques agiles sur tous les sujets, sur le pilotage de performance, sur l'observation des défauts qualité, sur la gestion des compétences. Il est en train d'installer plein de briques et qui font qu'il va améliorer sa performance au quotidien grâce à l'agilité. Finalement, ce qu'on est en train de vivre là, c'est un peu le 1980 de la qualité. C'est-à-dire qu'au départ, dans la qualité dans les années 80, c'était d'abord quelque chose qui était fait par des experts. C'était en gros les normes ISO, etc., qui étaient plutôt vues par les opérationnels comme des gens extérieurs. Petit à petit, la qualité est rentrée dans chacun des process industriels et dans les standards. Et puis maintenant, ce serait impossible d'être un manager de terrain si on n'a pas un indicateur qualité et qu'on n'est pas responsable de sa propre qualité. Bah, avec la donnée, il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire que le digital, au départ, c'était le sujet d'un DSI qui est très centré sur l'ERP et les briques qui sont autour de l'ERP. Et petit à petit, le digital est en train de se vulgariser. Et ça ne devient plus l'affaire seulement du DSI. Et le DSI, d'ailleurs, est en train de devenir un CTO, donc Chief of Technical Officer. C'est-à-dire qu'il va à la fois s'occuper d'informatique, mais aussi des usages qui sont faits avec l'informatique. Et puis chaque manager de production, petit à petit, va se réapproprier les données et va utiliser ces données pour améliorer son process, comme il utilise la qualité pour améliorer son process aujourd'hui. Pour faire ça, on a, et là, je vais pas trop m'apesantir, mais on a, en fait, la question qu'on nous pose souvent, c'est comment faire pour choisir entre faire en extérieur, acheter des gros systèmes chez des super vendeurs, ou alors aller acheter des SaaS dans des startups. En fait, la manière de segmenter ça, c'est de regarder si le besoin est critique pour le business de l'entreprise et est-ce qu'il est réplicable dans l'entreprise. Et en fonction de ça, si la réponse est oui aux deux, bah oui, ça vaut le coup de mettre du SAP, du Dassault Systèmes, donc des gros systèmes. Par contre, si c'est pas le cas, moins ça va être le cas et plus on va faire en interne. Et donc, la case en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle low code, no code. C'est maintenant, on a tout un tas de petites briques qu'on peut se réapproprier de soi-même. C'est au lieu d'utiliser des fichiers Excel, c'est des briques de code qui sont facilement utilisables, interconnectables et qui permettent d'automatiser tout un tas de choses par les équipes de terrain et donc de se réapproprier cette mécanique d'automatisation de l'IT. Donc voilà, donc en fonction des besoins et de ce qu'on détecte, bah, on peut se placer quelque part dans cette matrice et aller chercher les bonnes solutions digitales. Donc sur la façon de s'y prendre, il y a, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a à la fois de la méthode de terrain, il y a donc le principe de fonctionner par sprint, et puis il y a tout un tas d'outils qu'on va pas tous décrire aujourd'hui, mais qui viennent beaucoup du monde du design, puisque la compétence reine dans le monde du digital, c'est le design qui permet de partir d'un besoin de terrain avec ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire qu'on va se dire quels sont les usages, quelles sont les personnes qui utilisent cet outil et qu'est-ce qu'ils vont chercher. Donc à partir de ça, de créer des outils de terrain et de créer des choses qui sont confortables pour tout le monde. Quelqu'un qui est très performant là-dessus, c'est Erwan Kotanea de Sodistra, que vous connaissez peut-être, qui lui a travaillé là-dessus pour son process, notamment pour la machine de coupe, où il a travaillé avec ses équipes et il a réussi à optimiser très fortement son process de coupe grâce à cette approche-là de passer par le terrain et d'avoir une logique d'optimisation et d'automatisation très forte. Dernier sujet, qui est un sujet qui irrigue tous les autres, bien sûr, c'est l'ouverture, l'homocentricité, la durabilité. C'est en fait de se dire comment est-ce que je fais pour intégrer pour à la fois être attractif vis-à-vis des jeunes générations et puis pour intégrer un aspect de frugalité dans ma façon de travailler quotidienne. Là, une boîte qui est intéressante sur ce sujet, c'est Schneider Electric, qui a commencé par travailler sur ses bâtiments, puis son process industriel, puis qui est remonté à la conception produit pour aller chercher toujours des idées d'amélioration environnementale et qui derrière a toujours la même méthode, c'est-à-dire qu'il commence par faire du monitoring, donc mesurer en fait les pertes potentielles, ensuite piloter les premiers et trouver les premiers gains, et puis ensuite de faire des gains beaucoup plus structurels, donc qui vont être potentiellement qui nécessitent des investissements, et enfin d'aller vers l'économie circulaire. Donc cette logique-là, elle est par exemple présente dans le site de Vaudreuil, dont est issue Virginie Rigaudot, que vous voyez là. C'est une logique qui est hyper intéressante, c'est que si vous la déployez dans tous vos process, vous finissez par avoir, comme vous avez le digital dans tous vos process, vous finissez par avoir aussi cette vision environnementale dans chacun des process que vous allez travailler. Dernier point, c'est la mise en place. Et là, on a très peu de temps, donc je vais le passer assez vite pour pouvoir répondre à vos questions éventuelles. Dans la mise en place, on a au moins 4 écueils. Le premier, c'est d'être non systémique, c'est-à-dire de travailler que sur un sujet, donc que sur l'IT ou que sur les opérations.
Et donc là, on va se tromper parce que tout ça, c'est évidemment systémique et il faut travailler sur tout ensemble pour réussir à transformer. Le deuxième, c'est de sous-investir sur les compétences. Le vrai problème de la révolution qu'on vit, c'est pas l'accès à la technologie. L'accès à la technologie, c'est facile. Il y en a, les technologies, il y en a beaucoup plus que le besoin qu'on a. Le vrai problème, c'est d'avoir les compétences. Et donc, l'écueil, c'est à la fois de pas faire appel aux bonnes compétences, mais aussi de se dire que c'est impossible. En fait, aujourd'hui, avec la mécanique, comme je le disais tout à l'heure, des logiciels as a service, c'est possible facilement d'accéder à de la compétence pour pas cher, sans forcément s'engager très longtemps. Le troisième écueil, c'est d'avoir quelque chose qui est trop par le haut, donc piloté par le central, notamment dans les groupes, de se dire, moi, en tant qu'équipe dirigeante, je sais ce qu'il faut faire, je décide d'un gros plan de transformation digitale, je fais ça pendant 6 mois et ensuite je demande aux équipes d'appliquer. Et ça, on voit que ça fonctionne pas parce qu'en fait, si on n'est pas tourné sur l'usage, comme dans le lean, si on n'était pas tourné vers les besoins de terrain, en fait, on va pas y arriver parce que les équipes vont pas adhérer. Et enfin, le quatrième écueil, c'est de rester bloqué à cause de l'héritage existant. Et ça, c'est souvent le cas. C'est souvent une question d'état d'esprit, notamment vis-à-vis des DSI, de faire évoluer l'état d'esprit pour ouvrir le système IT. Pour répondre à ça, notre approche chez OPO, c'est de travailler sur les 3 dimensions pour être systémique, à la fois les opérations et le management, à la fois les hommes et les compétences, et à la fois, bien sûr, la tech, ce qu'on appelle la tech, c'est le digital et puis le design. Et en même temps, de travailler sur 2 axes qui sont un axe local qui permet d'aller chercher l'énergie des équipes pour améliorer en continu, et un axe global qui permet de travailler sur des choses beaucoup plus fondamentales et traversantes de l'entreprise pour aller faire des gains conséquents et pour passer à l'échelle très vite dans l'entreprise. On a plusieurs méthodes que je vais décrire très brièvement. La méthode la plus connue, c'est le POC, mais là, l'inconvénient du POC, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est rapide, mais ça ne permet pas forcément d'avoir des gains et de passer à l'échelle très vite et de changer l'ADN de la boîte. Donc, du coup, on a 2 approches. Une approche bascule digitale, qui en quelques semaines permet de mettre en place des briques connues qui fonctionnent dans un périmètre managérial défini, 4-5 semaines, et de créer l'envie d'aller plus loin. Donc, c'est comme ce qu'on a fait pendant le Covid. Là, on a mis en place Teams, etc., et ça a donné envie d'aller plus loin. Et puis, on a une approche plus fondamentale qu'on appelle TechOps, qui, elle, va être très systémique, qui va prendre une quinzaine de semaines et sur un périmètre assez conséquent, on va aller transformer vraiment en détail en passant par un diagnostic et puis en allant chercher vraiment les fameux gaspillages que j'évoquais tout à l'heure, travailler dessus, changer les pratiques à la fois opérationnelles et managériales et mettre en place les différentes briques de l'hyper-manufacturing. La bascule digitale, comme je le disais, elle se fait très vite, elle se fait en quelques semaines et on va mettre en place quelques briques, typiquement ce qu'on appelle la business intelligence, donc c'est avoir des indicateurs qui remontent en temps réel, le pilotage de performance, les compétences et puis la planification industrielle. Alors que l'approche TechOps, elle, c'est quelque chose de beaucoup plus structurant, qui prend beaucoup plus de temps, mais qui est un peu systémique, notamment dans des structures plus grosses. On va aller regarder chacune des 6 dimensions qu'on a évoquées avant. On va aller chercher les gains potentiels, les chiffrer, et puis derrière définir une zone pilote où on va essayer ça pendant quelques semaines, montrer que ça marche, définir le nouveau système de production qui prend à la fois les pratiques opérationnelles managériales et les pratiques digitales, et passer à l'échelle sur l'ensemble de l'entreprise avec une mécanique aussi de tour de contrôle qui permet derrière de créer la mécanique d'amélioration continue et de développement continu par le terrain, de remonter tout ça et puis derrière de déployer à l'ensemble de l'entreprise. Alors, les facteurs clés de succès de cette transformation, c'est je l'ai évoqué, commencer par un petit morceau, mais pensez tout de suite à passer à l'échelle dès le début. C'est-à-dire que si on fait juste un POC et que ça marche localement, mais qu'on n'a pas prévu le passage à l'échelle, ça va pas fonctionner. Donc, dès le début, il faut se poser la question de l'architecture IT, de comment est-ce qu'on fait pour débloquer l'usage en question dans d'autres endroits de l'entreprise. Intégrer une tour de pilotage forte. Donc ça, c'est pour se dire, dès que j'ai une idée qui est en train de germer, tout de suite, je réfléchis à comment je vais pouvoir la déployer ailleurs et est-ce que c'est intéressant ou pas. Donc ça, c'est managérial. Inciter le top management à s'approprier directement le sujet. Donc, un des gros changements avec l'hyper-manufacturing, c'est que on revient vers le patron technicien. Donc, si vous prenez Elon Musk, c'est quelqu'un qui, au départ, est un codeur, qui met vraiment les mains dans le cambouis, qui comprend les problèmes, qui va aller très, 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 très loin dans la compréhension des sujets. Donc, on a d'autres patrons qui sont comme ça. Par exemple, mes anciens collègues de PSA, je travaillais chez PSA au début de ma carrière, me disent que Carlos Tavares est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller très en détail dans un projet pour vraiment bien comprendre. Et c'est ce qui fait la crédibilité du dirigeant. Mais c'est aussi ce qui est important dans le digital, c'est que pour bien comprendre à quoi ça peut servir, il faut avoir été un peu les mains dans le cambouis, comprendre ce que c'est qu'une ligne de code, comprendre ce que c'est que l'architecture IT, et puis être capable d'orienter ses équipes sur ces sujets-là. Donc ça veut dire avoir des patrons qui remettent vraiment les mains dans le cambouis sur ce sujet-là spécifique. C'est pas que les patrons sont pas les mains dans le cambouis, loin. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est sur le sujet digital, on a eu tendance à laisser ça de côté et à laisser ça aux experts.
prendre des décisions sur de la mesure d'usage. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur, l'idée, c'est d'aller vite et de décider sur des données. Donc, de se dire, c'est pas parce que moi, je pense que j'aurais utilisé une solution comme ça que c'est la bonne façon de penser. C'est un peu l'approche qu'ont les marketeurs, enfin, les gens qui font du marketing. C'est de se dire, ce qui va me dire si j'ai raison ou pas, c'est pas ce que je pense moi, c'est en fait l'essai que je vais faire auprès des utilisateurs. Et souvent, on est surpris. Il y a même souvent un décalage entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Donc, en fait, c'est vraiment en essayant qu'on voit ce qui se passe. Et dernier aspect, c'est d'hybrider à la fois les opérations, la tech et les compétences. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'approche elle-même pour être capable de réussir. Alors, j'en ai fini. Je vais pouvoir prendre quelques questions. Donc, comme je vous le disais, le livre Hyper Manufacturing, il sort aujourd'hui justement, donc ça tombe bien ce webinaire. Il est disponible. Alors, je crois que Amazon est en rupture de stock très provisoire, mais il est disponible à la Fnac ou ailleurs, et puis il sera bientôt disponible à nouveau sur Amazon. Vous pouvez, moi, me contacter avec grand plaisir sur Twitter, par mail, ou alors contacter OPO, ou suivre OPO ou, sur Twitter, LinkedIn ou moi-même, avec grand plaisir. Et donc, on va continuer, bien sûr, l'aventure et on est disponible pour parler de tous ces sujets-là. Alors, je regarde vos questions maintenant. Il reste plus beaucoup de temps, je suis désolé. J'essaie de voir si je peux en prendre quelques-unes. Alors, la traçabilité évoquée ici correspond-elle tout ou partie à celle utilisée dans l'industrie alimentaire, pouvoir tracer l'origine des matières premières et donc du produit fini? Oui, c'est exactement ça. L'alimentaire est d'ailleurs très en avance sur ce sujet-là parce que c'est un des sujets sur lequel on est le plus rapidement en direct avec le consommateur et sur lequel le consommateur est évidemment très sensible puisque ce qu'on mange, c'est évidemment fondamental. Et donc, l'alimentaire a très vite pris ce virage-là. Au départ, de se dire comment on fait pour être capable d'expliquer aux clients si ce qu'ils mangent est bon ou pas, et puis petit à petit de se dire d'où viennent les produits. Donc ça, c'était plutôt pour des questions d'emploi et en gros, j'ai envie d'être sûr que ce que j'achète, par exemple, ça vient de France, etc. Puis après, c'est aussi des questions d'éthique, de comment je répartis l'argent sur la chaîne. Est-ce que je respecte, par exemple, le travail des enfants? Est-ce que, pour le cas de Valrhona que j'évoquais tout à l'heure, je respecte les cacaotiers qui sont en début de chaîne et qui sont souvent des gens assez pauvres, qui ont des petites propriétés. Voilà. Donc l'alimentaire est en avance là-dessus. Et l'avantage du digital, c'est que ça permet maintenant d'assurer cette traçabilité-là grâce à la blockchain, grâce à tout un tas d'outils qui n'existaient pas avant. Que signifie l'acronyme SaaS, Software as a Service? Donc, désolé, j'ai pas la bonne traduction française, en fait, mais c'est en gros, c'est un logiciel qui, au lieu d'être acheté une fois pour toutes avec un montant conséquent, s'achète au fur et à mesure qu'on consomme. Donc, c'est tous les abonnements qu'on peut avoir à titre personnel quand on s'abonne à une application qui coûte souvent quelques euros par mois. Le même système est en train d'arriver dans l'industrie où je vais m'abonner à une solution, par exemple, pour faire de la planification industrielle, pour faire du pilotage de performance. Donc, par exemple, vous avez des fabriques pour le pilotage de performance, Mercatim pour la gestion des compétences, Hoplit. Enfin, c'est tout un tas de startups comme ça qui existent. Et vous payez souvent à l'utilisateur. Donc, c'est 5 euros par mois par utilisateur, par exemple. Et si vous voulez arrêter, vous arrêtez immédiatement. Donc, il n'y a pas d'engagement. Alors, ensuite, quelle place de la DRH? La DRH est évidemment fondamentale dans tout ça, notamment sur l'évolution des compétences. Et donc, c'est souvent des personnes qu'on implique assez tôt dans le projet. Ceci étant dit, c'est une des parties prenantes, mais c'est aussi important, comme vous l'imaginez, d'impliquer tout le monde dans ce genre de projet, à la fois la DRH, les fonctions opérationnelles et les fonctions informatiques, parce que c'est un mouvement global, en fait. C'est un mouvement de changement technique, c'est un changement des états d'esprit et des comportements et des compétences. Et donc, forcément, il faut à la fois impliquer les fonctions qui s'occupent donc la DRH, qui s'occupe à la fois de la formation des hommes, du recrutement, de l'équilibre social dans l'entreprise, mais également, bien entendu, les autres fonctions. Ce qu'on fait parfois, c'est qu'on implique même dans ces transformations-là les partenaires sociaux en fonction des entreprises. Ça nous est arrivé récemment dans l'agro, justement, d'appliquer très vite les partenaires sociaux d'usage, comment on le prend, qu'on peut faire, etc. etc. Merci Sylvie de répondre directement aux questions, je vois ça. Est-ce une remise en question sur les ERP? Un projet de changement de ERP est un projet coûteux qui mobilise beaucoup d'énergie. Et qu'en est-il justement de la prise en compte de l'accompagnement du changement? Oui. Alors, c'est deux questions en une qui sont très importantes. Les ERP, comme je le montrais sur la page de Gartner, là, sont voués, on voit dans les boîtes les plus modernes, à avoir une place de moins en moins importante. En tout cas, le cœur de l'ERP est en train d'un peu de se rétrécir. C'est le mouvement un peu d'ensemble. Ça ne veut pas dire que l'ERP reste pas important. Il reste très important sur des fonctions comme la finance, sur le fait d'être capable d'avoir une vision globale de l'entreprise et d'agréger, d'intégrer un certain nombre de choses. Ceci étant dit, il y a tout un tas de briques maintenant qui sont plus agiles et qui sont faites de manière beaucoup plus confortable par d'autres acteurs que les acteurs qui font de l'ERP parce que c'est pas le même métier. Faire un outil très spécifique qui soit créé comme on fait une application dans la Silicon Valley, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus naturellement par des startups
que par les gros fournisseurs de RP. Et donc, le jeu, justement, c'est de se dire comment je fais pour garder mon noyau, et chacun doit définir ce qu'est son noyau. Donc, c'est un exercice en lui-même d'architecture. Et ce qui n'est pas dans mon noyau, comment je m'assure que je m'interconnecte facilement. Donc, d'avoir cette sorte de mise en ligne. Ça, c'est la structure de données qui fait que je vais facilement accéder aux données qui sont dans le RP, avec des briques qui sont plus agiles et qui sont celles qui correspondent exactement à mon besoin à moi, qui vont être du sur-mesure par entreprise. Ensuite, qu'en est-il de la prise en compte de la gestion du changement? C'est absolument fondamental. On a la plupart des cas qu'on a vu, nous, ne pas fonctionner sont liés à ça. C'est tout simplement qu'on a, en général, pas assez pris en compte l'usage. Je disais tout à l'heure, il faut à la fois que ça vienne par le haut pour intégrer les gains, mais aussi par le bas pour créer de l'énergie. En fait, souvent, quand ça fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas assez intégré le bas à la fois dans l'histoire qu'on raconte du changement. Donc, pourquoi on fait ça, bien entendu, ça c'est le premier point. Mais aussi, sur tout simplement, comment créer des outils et des nouveaux usages qui soient adaptés. Donc, j'ai vu des cas où on avait quasiment tout avait été verrouillé. Et puis, un patron, par exemple, d'une aciérie qui m'a dit, moi, j'avais commandé des tablettes pour mes maintenanciers parce que j'en avais marre qu'ils fassent tout un tas de papier, de la paperasserie, etc. Et en fait, il avait tout prévu avec son fournisseur, sauf qu'il avait trop peu impliqué les équipes de terrain. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où ils ont livré la tablette, pour dépanner les machines, quand vous êtes dans un four où il fait chaud, etc., avec une tablette, c'était pas pratique de poser la tablette quelque part. En plus, souvent, ils avaient des gants, donc ils ne savaient pas à taper sur la tablette, etc. Donc, dans gestion du changement, il y a des choses qui sont purement de l'ordre de la communication, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont techniques, qui sont simplement, j'ai bien intégré les vrais besoins de mes utilisateurs et qu'est-ce qui fait qu'ils vont vraiment tirer un bénéfice de la solution. Et ça, c'est un accompagnement qui se fait, comme la transformation Lean ne se fait pas du jour au lendemain, c'est la même chose. La transformation vers l'hyper-manufacturing, ça nécessite un accompagnement, un support assez intense pendant quelques semaines, voire quelques mois pour que ça prenne et qu'on change vraiment les comportements. Alors, Eric, mon cher Eric, le problème récurrent est la non-cohérence, complémentarité des outils et pratiques Lean, ce qui donne un toit du temple penché. Qu'en est-il dans l'hyper-manufacturing? Oui, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir quelque chose d'équilibré. Et c'est un peu lié à ce que je disais avant sur l'équilibre. C'est pour ça que c'est important d'avoir une phase amont où on s'aligne tous ensemble, d'abord avec la direction générale, mais après avec le management intermédiaire et le terrain sur pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on veut gagner, et du coup, quels sont les outils prioritaires qu'on va développer, dans la suite. Donc, si on se dit que la priorité absolue, c'est la traçabilité, comme dans l'agro, parce que notre client, on veut qu'il sache absolument d'où ça vient, on va se mettre un gros focus là-dessus. Et donc, le pilier qualité intégrée, forcément, on va le muscler en premier. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler sur le reste, parce que comme c'est systémique, il faut travailler sur tout, mais on va muscler plus précisément celui-là, et puis on va mesurer, on va s'assurer que concrètement, on donne accès de plus en plus d'infos au consommateur final. Si on se dit que c'est de l'agilité, de la résilience, comme c'est souvent le cas aujourd'hui dans la problématique Covid, on va plutôt travailler sur décloisonner l'architecture IT, faire des briques agiles, travailler sur la planification industrielle. Donc, on va plutôt muscler la partie basse du temple avec les fondations sur la partie architecture IT, sur l'agilité des process de planification et puis sur le développement continu des équipes. Donc, ça va être à la fois un prisme spécifique en ayant bien défini les objectifs au départ, donc qui fait que, comme tu dis, Eric, le temple peut être un peu penché. Mais ceci dit, travailler dimensions, parce que si on rate une des dimensions, c'est comme dans le lean, si on travaille pas, si on améliore en fait, si on met en place par exemple des indicateurs, qu'on améliore la remontée des problèmes, mais qu'on n'a pas travaillé sur la résolution de problèmes, on va générer plus de problèmes et on va plutôt dégrader la performance. Donc, il faut quand même travailler sur l'ensemble du système en permanence, en ayant un objectif de muscler un des process en priorité. Bon, une dernière question et puis on va arrêter parce il est 15 heures. Faire naître l'urgence du changement et impliquer les salariés pour une bonne gestion du changement. Merci pour votre réponse et avis. Oui, alors l'urgence du changement, oui, c'est effectivement une bonne façon. Je ne sais pas si je dirais l'urgence. Il y a des cas où c'est le cas. Donc l'urgence, c'est ce qu'on appelle la plateforme qui brûle, c'est-à-dire c'est en expliquant qu'en fait il y a le feu qu'il faut prendre conscience aux gens qui peuvent pas raisonner comme d'habitude et on n'éteint pas un incendie avec une petite cuillère mais avec un jet d'eau. Ceci étant dit, il peut y avoir des cas où en fait on n'est pas dans une situation de disruption immédiate et donc il n'y a pas forcément cette urgence qui est visible. Et il est important de pouvoir construire un récit qui explique que si on fait rien maintenant, alors qu'on est encore dans le confort, on risque dans 6 mois ou 1 an ou dans 2 ans de subir la même chose que ce qui est arrivé dans d'autres secteurs. Donc on a plusieurs clients comme ça et qui ont pris le problème plutôt dans des moments où ça allait bien justement, où ils étaient encore en croissance, où ils n'étaient pas encore dans une situation de disruption potentielle et où ils se sont dit donc je suis pas dans la situation d'urgence. Par contre, je vais recréer quelque part, comme vous le dites, ce sentiment d'urgence en expliquant ce qui pourrait nous arriver si on fait rien, pour avoir ce sentiment qu'il faut changer pour s'adapter. Et si on le fait en anticipant, ça sera forcément beaucoup moins douloureux et plus facile que si on le fait dans l'urgence, où par définition, il peut y avoir de la casse sociale.
Voilà, on a fini, je pense, pour cette présentation. Merci à tous pour vos questions. Ça a été hyper nourrissant de vous lire. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me faire des feedbacks aussi directement. Vous avez toutes mes coordonnées là. Je serais super content de continuer à interagir avec vous de manière un peu plus informelle que ce webinaire. Il sera accessible, je pense, en replay. C'est la première fois que j'utilise Webikeo, mais je pense qu'il y a un replay derrière. Donc, je pourrais vous envoyer. Et puis, il y a le livre hein, éventuellement aussi. N'hésitez pas à l'acheter si ça vous intéresse, à me faire des retours aussi directement, soit en commentant sur Amazon, sur la Fnac, ou en m'envoyant des mails, ce que vous voulez. Voilà, on sera ravis de continuer cette discussion avec vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et merci pour votre participation.